télévision nationale, la RTS, et bienvenue à l'émission Point de vue de ce dimanche 4 mars 2012. Il y a une semaine, jour pour jour, les Sénégalais étaient aux urnes. Un premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé dans un climat apaisé, dissipant ainsi les craintes de la veille. Au résultat, 2 des 14 candidats en lice émergent du lot. Il s'agit de Abdoulaye Wade et Macky Sall qui vont donc s'affronter au second tour. Alors pour analyser cette première manche et évidemment la perspective du second tour, nous sommes avec M. Alioune Badara Diop. Il est chercheur, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour M. Diop. Bonjour M. Bou. Alors quelle lecture faites-vous sous l'angle scientifique bien sûr de ce scrutin? Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs auparavant pour dire que je me réjouis, comme la plupart d'entre eux, du fait que ces élections aux enjeux cruciaux se soient effectivement passées dans l'apaisement total. Alors, pour ce qui est de l'appréciation, comme vous dites, scientifique de ces élections, le premier regard que je voudrais jeter sur ces élections, c'est qu'elles ont été précédées par une tension très vive, une tension portée par des mouvements de la société civile, des mouvements sociaux qui ont excipé de l'inconstitutionnalité de la candidature du président Wade pour effectivement peser sur le processus électoral. Alors, donc on a pu voir effectivement que ce premier tour a été une sorte de quasi-élection. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des acteurs eux-mêmes n'étaient pas certains qu'il y aurait effectivement que les élections se tiendraient le 26 février. Parce que tant que le président Wade n'avait pas retiré sa candidature. D'ailleurs, le président Obasanjo, qui a été mandaté par l'Union africaine, voilà, a cru devoir suggérer le report pur et simple de cette élection en essayant de convaincre le président Wade d'accepter le principe d'un mandat de 3 ans, quitte ensuite à se retirer du jeu pour laisser la place à une nouvelle génération. Donc cette hypothèque de la violence a beaucoup pesé sur le processus électoral, si bien qu'à la fin, il y avait une incertitude sur le déroulement du processus. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est que effectivement, il y a certains leaders politiques qui ont choisi de rester dans cette logique de contestation de la candidature de Wade et qui se sont contentés d'aller à la place de l'indépendance dans Dakar Intramuros pour peser sur le processus électoral. Et d'autres ont peut-être aperçu le bénéfice qu'ils pourraient tirer de l'investissement franc dans le jeu politique, en descendant sur le terrain, en visitant les électeurs du monde rural, en exprimant ce qu'ils avaient comme projet politique, etc. Et en demandant effectivement à ces gens-là de leur accorder leur suffrage. Oui. Donc au finish, effectivement, ce qu'on a observé, c'est que ceux-là qui avaient choisi d'aller à la rencontre de l'électorat en dépit de la tension vive qui prévalait à Dakar, s'en sont sortis au détriment de ceux qui pensaient que de toute façon l'hypothèque de la violence allait reléguer l'organisation des élections au second plan. D'accord. Alors on a tous salué une certaine maturité du peuple sénégalais, une culture électorale de façon plus précise. C'est comme si on ignorait cela. Sinon, comment comprendre cette violence préélectorale? On est tenté de dire peut-être ça ne valait pas la peine. En fait, je ne dirais pas que ça ne valait pas la peine, parce que lorsque un processus démocratique, une démocratie comme le Sénégal, connu comme pour son apaisement, connu pour sa civilité, etc., rentre dans des logiques qui frisent l'autoritarisme, il faut dire le mot, l'émergence de mouvements protestataires contribue à faire voir la panne du régime autoritaire. Et donc la logique de pression exercée par les mouvements du 23 juin, le mouvement Yanama, etc., en tout cas la société civile en général, a beaucoup pesé sur finalement sur le regard que l'international a sur les élections au Sénégal. Je crois que cet aspect-là ne doit pas être occulté. Le fait que le Sénégal, étant sous les feux de la rampe,
organise des élections sous surveillance à Washington, à Paris, à Londres, ailleurs. C'est très important et je pense que cela, on le doit à la mobilisation justement de ces sociétés civiles. Donc cette pression se justifie. Voilà, absolument. Et se justifie. Maintenant, le sens de votre question, c'est pourquoi cette pression n'a pas pesé outre mesure sur l'électorat, en tout cas une partie de l'électorat qui a choisi de se mobiliser pour aller voter comme cela se faisait. Voilà. Bon, je pense que l'explication à ce désaveu à une partie de la classe politique qui a choisi le registre de la violence, cette explication se justifie par le fait que la plupart d'entre eux n'avaient pas cette capacité de polariser autour de leur personne, un leadership incontestable qui aurait peut-être convaincu les Sénégalais de respecter le mot d'ordre du boycott ou de la violence. Voilà. Et ensuite, le taux d'abstention qui est énorme, près de 40%, peut-être expliqué par effectivement des effets collatéraux de la violence préélectorale. La plupart des Sénégalais ont estimé peut-être qu'aller voter dans cette situation, dans cette conjoncture tendue, c'était s'exposer effectivement à la violence. Donc on peut estimer que la plupart de ceux qui ne se sont pas mobilisés l'ont fait en estimant que voilà, la tension allait encore monter crescendo. Et que finalement, ça ne valait pas la peine, d'autant plus que l'obstination, entre guillemets, du président Wade à aller coûte que coûte aux élections, de toute façon, devait se solder par la victoire de ce dernier. D'accord. Alors, on ouvre un peu une parenthèse sur les facteurs même de cette tension. On a vu la présence de mouvements tels que Y en a marre, tels que le 23 juin. Alors, comment analysez-vous l'apport, justement, de ces mouvements sociaux dans le jeu? Est-ce qu'on peut les considérer comme des bourreaux du président sortant? C'est possible, hein. C'est possible qu'aujourd'hui on impute le résultat à ces moyens du président Wade à l'emprise psychologique, à la présence tonitruante des mouvements protestataires sur la scène politique. Alors je pense que la démocratie sénégalaise, du moins ce qu'on appelle la démocratie procédurale, c'est-à-dire le fait que les acteurs politiques, les leaders politiques investis par les partis, par des coalitions de partis, choisissent d'aller aux urnes en estimant que de toute façon, grosso modo, les règles du jeu sont transparentes, etc. Et qu'un leader qui aurait la capacité à convaincre le maximum de Sénégalais peut tirer son épingle du jeu. Je pense que cette démocratie procédurale-là n'est pas suffisante pour la société civile sénégalaise qui est composée de gens qui ont appris à comparer des trajectoires politiques ici et là. Je pense qu'il y a beaucoup, depuis 2000, il y a eu beaucoup de pannes de la démocratie sénégalaise. Il y a quelques dérives vers l'autoritarisme, il y a eu quelques entorses graves apportées au fonctionnement des institutions. Donc le fait qu'une partie de la société civile, des mouvements protestataires se mobilisent pour corriger cette trajectoire dévoyée, ça a effectivement contribué à dire effectivement au président Wade, aux partis politiques que certes nous avons une démocratie procédurale éprouvée depuis des années, mais ce que nous voulons aujourd'hui c'est une démocratie substantielle. C'est-à-dire que les institutions républicaines soient respectées, que les acteurs politiques ne s'arrogent pas toutes les prérogatives et que effectivement les engagements pris devant les citoyens soient respectés. Voilà. Je pense que c'est le rôle de cette émission que certains jugeront intempestive de la société civile dans l'organisation du scrutin. Ce rôle, à mon sens, est un rôle salutaire. Oui. Sous un autre angle, on peut quand même poser des questions sur cette posture toujours de ces mouvements, parce qu'ils considéraient le président sortant comme un non-candidat. Finalement, 34% quand même de l'électorat lui font confiance. Alors la question qui va venir, est-ce que dès lors, toutes les exigences de ces mouvements-là sont fondées? Moi, je pense que là, ce qu'on appelle la contre-démocratie, en théorie démocratique, c'est-à-dire que lorsque la démocratie représentative a montré ses limites, il y a lieu de voir si on peut mettre en place une démocratie délibérative, c'est-à-dire qui va cette fois-ci associer la société civile, les porteurs d'opinion, les Sénégalais lambda à son point de vue. Il ne s'agit pas simplement dans la durée du mandat présidentiel ou dans la durée de la législature de laisser carte blanche aux acteurs politiques.
donc qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parfois au mépris des règles du jeu. Ça, c'est la posture de la contre-démocratie, je pense qu'elle est tout à fait légitime dans le cadre de la démocratie délibérative. Ce que ces mouvements de la société civile, ces mouvements sociaux ont exigé, c'est simplement la prise en compte de ce qu'on appelle la nature judicative de la démocratie représentative. Elle est fondamentale. Maintenant, quand on lit les conclusions des assises nationales, qui sont parfois des conclusions très ambitieuses, parfois brillantes, etc., qui ont revisité la trajectoire politique du Sénégal depuis 1960, il n'empêche qu'il y a quand même certaines exigences, par exemple le fait d'exiger d'un candidat qui a été élu démocratiquement de mettre fin à son mandat, d'organiser des élections, d'écourter, etc., ce mandat, c'est une exigence illégitime. Parce qu'on peut s'inscrire dans une posture de protestation, de revendication, pour autant la démocratie représentative a quand même ses droits. Je pense qu'on doit quand même laisser aux acteurs élus démocratiquement le soin de terminer leur mandat et puis d'aller à des élections, et puis le Sénégalais, le peuple souverain en dernière instance, se prononce pour départager les protagonistes des jeux politiques. C'est ça. Nous restons avec le candidat sortant, Abdoulaye Wade, et le sort qu'il a réalisé lors de ce premier tour. Alors, comme élément d'explication, on a aussi entendu cette violence policière qu'on a vue à la veille du scrutin. C'est une raison qui a justifié un peu ce score de 34% à votre avis? Bon, pour ce qui est de l'explication du score du candidat, on ne peut que faire des conjectures à ce niveau, parce il faut attendre le second tour pour voir effectivement la réalité des rapports de force. Mais je pense effectivement, vous avez raison de condamner la violence, parce que la mobilisation de la police, des GMI pour mater les opposants, c'est toujours très mal vu. Ça renvoie à une image négative du régime. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, certains peuvent être jugés que le régime actuel verse dans l'autoritarisme, dans la répression aveugle. Donc c'est au mépris de la démocratie. La démocratie, c'est quand même la liberté d'exprimer son point de vue, de descendre dans la rue, de manifester. D'autant plus que l'actuel président a constitutionnalisé ce principe de la liberté d'expression. Donc effectivement, c'est une note discordante dans la trajectoire démocratique sénégalaise que de voir les démons de la répression revenir au devant de la scène, comme cela se faisait dans les années 80 sous le régime Abdou Diouf. Voilà. Macky Sall maintenant. Première participation à une élection présidentielle et il arrive deuxième devant des habitués, je les appelle comme ça, de la compétition. Comment le chercheur donc, en sciences politiques que vous êtes, comment donc vous comprenez-vous cette montée en puissance de ce leader politique? Bon, au stade actuel, je peux dire de nos investigations, je pense que la trajectoire brillante de Macky Sall peut s'expliquer par le fait que c'est quelqu'un qui est sorti des rangs du PDS, qui a eu le privilège d'occuper des fonctions éminentes, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et surtout qui a, en 2007, été le directeur de campagne du président Abdoulaye Wade. Alors, directeur de campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes carrément le point nodal de l'organisation, de la stratégie gagnante. Voilà. Par conséquent, c'est quelqu'un qui a eu à comprendre justement les logiques secrètes de mobilisation, les ressources, etc., la répartition spatiale de l'électorat, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui, on comprend peut-être à posteriori pourquoi il tenait à ces élections. Parce qu'il avait, depuis il y a au moins 3 ans de cela, que Macky Sall sillonne le Sénégal profond. Il est allé à la rencontre des paysans sénégalais, du monde rural. Il s'est imprégné des difficultés des uns et des autres. Il a essayé d'être en empathie par rapport aux problèmes que ces gens-là vivent. Alors, une fois que cette étape de l'empathie, de la compréhension des enjeux politiques, culturels, des attentes des électeurs, donc une fois qu'il a réglé cette question de la compréhension des attentes, il était en mesure de proposer un programme qui réponde plus ou moins aux exigences, aux attentes des gens, ce qui n'est pas rien en démocratie électorale, parce que l'électeur est d'autant plus réceptif à votre discours que ce que vous lui disiez et ce que vous lui dites est tout à fait pertinent, c'est-à-dire correspond parfaitement à ses attentes. Ça, c'est le premier point de vue. Du point de vue de la stratégie électorale, donc c'est quelqu'un qui a
parcouru tout le Sénégal. Deuxième posture qui a permis à M. Sall peut-être d'engranger beaucoup de suffrages, c'est qu'il est au fait justement de la présence dans la sociologie électorale sénégalaise d'un certain nombre de leaders d'opinion influents. Donc il est allé à la rencontre de ces gens-là, leaders religieux, leaders traditionnels, coutumiers. Bon, ici, il est allé à leur rencontre et il leur a exposé humblement son ambition présidentielle en demandant leur soutien. Je pense qu'il a pu capitaliser effectivement la sympathie des électeurs et reçu, ne serait-ce qu'implicitement, le soutien formel des leaders qui pèsent sur l'élection au Sénégal, les leaders religieux, les leaders coutumiers, traditionnels, etc. Et l'autre élément capital, je pense qu'au Sénégal, on ne peut pas gagner des élections sans mobiliser des ressources substantielles. Je pense que Macky Sall il en avait. Hein. Il en avait, voilà. Apparemment, il en avait. Il était soutenu par des bailleurs qui ont investi dans sa cause, etc., pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa logique de conquête de l'électorat sénégalais. Dans la sociologie électorale, vous avez parlé un certain nombre de facteurs, mais on a aussi convoqué le vote ethnique dans ce débat-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se justifie? Bon, je pense qu'aujourd'hui, comme le président Wade et certains ministres PDS veulent faire croire aux Sénégalais, dire que Macky Sall a eu un score plus qu'honorable parce que les tout couleurs se sont mobilisés, parce qu'il y a eu une sorte de tropisme psychologique ethnique qui incline les gens à voter pour leurs parents, c'est complètement, je veux dire, ça ne grandit pas ceux qui tiennent ce type de discours. Je pense que le Sénégal a connu une trajectoire politique assez vieille qui a affronté ces écueils de l'ethnicisme depuis très longtemps. Le mouvement, les jeunes Sénégalais, le premier mouvement politique culturel a été fondé, il s'appelait les jeunes Sénégalais en 1912 à Saint-Louis. Déjà en 1912. Alors ce mouvement-là disqualifiait automatiquement toute référence identitaire raciale. Et la victoire de Blaise Diagne en 1914 face à des candidats blancs et métis était symptomatique de la capacité des citoyens sénégalais à transcender justement ces allégeances identitaires, culturelles et ethniques au profit cette fois-ci pour permettre de déployer des interactions stratégiques fondées sur le discours politique et sur des compétitions personnelles. Je pense que la démocratie sénégalaise ne gagnerait rien à mettre en exergue cette histoire. Le registre identitaire n'est pas pertinent pour expliquer la victoire de Macky Sall. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelait, ce que vous appelez, vous autres chercheurs, la posture de victimisation. Je ne sais pas si c'est le terme est correct. Ça, on l'a noté quand même depuis 1998 avec Djiboka. On l'a vu ensuite en 2007 avec Idrissa Seck. Peut-être Macky Sall en 2012, cette posture-là a pesé moins. Mais quand même, elle est toujours là, cet élément-là d'analyse. Comment vous expliquez ça? Bon, je constate comme vous, effectivement, que la plupart des acteurs politiques qui ont été qui ont eu des problèmes dans leur parti originel, qui ont choisi de claquer la porte, ont automatiquement conquis la sympathie des Sénégalais. Donc cette posture de victimisation a permis à Djiboka, à Idrissa Seck et aujourd'hui à Macky Sall d'apparaître aux yeux des Sénégalais comme la victime expiatoire du régime libéral. Par conséquent, on peut effectivement estimer que le Sénégalais étant soucieux de la justice, etc., de l'égalité, etc. Surtout les circonstances quelque peu dramatiques dans lesquelles Macky Sall a été évincé du perchoir, ont convaincu plus d'un Sénégalais que ce monsieur-là avait été victime d'une injustice criarde de son parti d'origine. Par conséquent, il a eu des défenseurs dans la société civile, dans l'électorat, qui se sont mobilisés pour le soutenir jusqu'au bout. D'autant plus que, que ça soit vrai ou pas,
cette séparation avec le président Wade, le fait qu'il soit éjecté du perchoir par la volonté du président de mettre son fils en lieu et place. Bon, ce qui n'est pas une hypothèse complètement farfelue. D'autant plus que le Parti démocratique sénégalais aujourd'hui n'est pas organisé de telle sorte que l'émergence d'un leadership alternatif au président Wade soit possible. Par conséquent, je pense que, comme vous le dites très bien, cette posture de victimisation renseigne sur la conviction, en tout cas les Sénégalais sont persuadés que de toute façon, si Abdoulaye Wade a chassé Moustapha Niasse au bout de moins d'1 an de primature, ensuite Idrissa Seck, aujourd'hui Macky Sall, c'est que définitivement il veut non seulement verrouiller le parti, mais préparer le champ à son fils. C'est une hypothèse, même si lui-même a nié cette perspective. Voilà. En tout cas, en perspective du second tour de l'élection présidentielle, il y a un bloc qui se ferme autour de Macky Sall. Pratiquement tous les candidats malheureux qui ont eu des scores assez importants le soutiennent, plus maintenant ce peuple des assises nationales et d'autres mouvements sociaux. Est-ce que la question, c'est la question maintenant que l'on se pose, est-ce que le report de voix espéré dans pareil cas va être automatique? Bon, en politique, rien n'est automatique. Il y a toujours des calculs. Les acteurs politiques, même s'ils ont donné solennellement leur soutien à Macky Sall, on a vu qu'il y a des réticences farouches au sein de Rewmi d'Idrissa Seck. Certains partisans d'Idrissa Seck pensent que dérouler le tapis rouge à Macky Sall, c'est la meilleure façon de définitivement compromettre les chances de leur leader d'accéder un jour à la magistrature suprême. Mais Idrissa Seck, il faut quand même le reconnaître qu'il a respecté le gentleman agreement au sein des acteurs sans réserve, voilà, Macky Sall. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce qu'il y aura un report automatique des voix de ces leaders, les voix de Moustapha Niasse, la coalition qui a soutenu Moustapha Niasse, Benno Siggil Sénégal, la coalition Benno Ak Tanor et la coalition qui a soutenu Idrissa Seck. Donc il n'y a pas de report automatique. Les uns et les autres sont libres de leur voix. Les suffrages universels sont d'abord des suffrages individuels. Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Tanor Dieng n'ont pas, ne peuvent pas obliger les électeurs à voter pour un candidat s'ils ne le veulent pas. Mais ce qui va se jouer dans ce second tour, dans le cadre des transactions collusives, des tractations coulissières, etc., des négociations entre appareils partisans, c'est peut-être, voilà, si les acteurs politiques qui ont été optés, entre guillemets, par Macky Sall pour le soutenir au second tour, s'ils ont des gages, s'ils ont des certitudes quant à leur chance de se redéployer après l'élection, je pense qu'ils vont tout faire pour convaincre l'électorat de se mobiliser pour que Macky Sall passe. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est qu'au premier tour. Le second tour, personne ne sait qui va gagner ces élections. Il n'y a aucune variable prédicative du comportement électoral sénégalais qui va nous dire, qui va nous renseigner avec certitude du comportement que les gens vont avoir. Bon, on a vu des analyses ici et là, des gens disent que de toute façon les jeux sont faits, les dés sont pipés, etc. Abdoulaye Wade va préparer ses affaires, il va sortir du palais, rien n'est moins sûr. Si le régime, le Parti démocratique sénégalais, qui a quand même du soutien dans tout le Sénégal, arrive à retrouver peut-être la stratégie gagnante qui a fait d'Abdoulaye Wade le vainqueur au premier tour en 2007, s'ils arrivent à ressusciter entre guillemets les réseaux dormants du Parti démocratique, s'ils arrivent à corriger les frustrations, parce que je pense que ce qu'Abdoulaye Wade a perdu dans ce premier tour doit être imputé surtout aux frustrations très fortes des électeurs de PDS. À Ziguinchor, on a vu que les gens ont voté pour Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Baldé leur a demandé de le faire. Abdoulaye Baldé a été humilié dans le cadre d'un meeting public parce que le président l'a ravalé au second rang, alors que c'est quelqu'un qui reste encore représentatif sociologiquement. Donc pour me résumer, ce second tour va se jouer sur la capacité des uns et des autres à aller à la conquête de presque 2 600 000 électeurs qui n'ont pas voté au premier tour, mais aussi pour ce qui est de Macky Sall, sur la remobilisation effective de l'électorat des candidats qui le soutiennent aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de gages en parlant de Macky Sall et bien sûr ses partenaires du moment.
on l'a entendu dire, faire des déclarations assez importantes, disant qu'il réduit déjà le septennat à 5, et puis d'autres mesures sont en vue pour peut-être rassurer ces partenaires-là. Comment vous voyez cela? Ce n'est pas suffisant? Bon, ça, c'est des gages, j'allais dire, qui relèvent de la correction des institutions, en fait, de la gouvernance, de l'éthique de la bonne gouvernance, qui sont des principes soulevés notamment par le mouvement Y en a marre, par le mouvement M23, qui ont exprimé leur souci de voir le Sénégal valoriser, en fait, le jeu politique, valoriser l'éthique, la bonne gouvernance, etc., renforcer les institutions républicaines, aller dans le sens de la séparation des pouvoirs, aller dans le sens de la création d'un conseil constitutionnel digne de son nom, c'est-à-dire qui n'est pas sous l'emprise du pouvoir exécutif, etc. Des magistrats qui ont l'autonomie, la latitude de dire le droit sans influence aucune. Je ne suis pas en train de préjuger de la capacité des magistrats actuels à dire le droit. Mais toujours est-il que les relations très exiguës qu'il y a entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif actuellement amoindrissent la marge de manœuvre des magistrats, en tout cas leur liberté. Donc les exigences de la société civile, du mouvement M23, c'est aller dans le sens justement de renforcer les institutions républicaines. De ce point de vue-là, je pense que Macky Sall a donné des gages solides. Il va aller dans le sens de ramener le mandat de 7 ans à 5 ans. Il s'est engagé à ne faire que 2 mandats de 5 ans, tout au plus. Donc ça, c'est des gages pour ce qui est des institutions. Maintenant, quand un entrepreneur politique, un politicien de métier qui a perdu au premier tour, qui a derrière lui une base électorale solide, Idriss Seck est maître à Thiès, Niasse est maître dans le Saloum, etc. Ces gens-là, ils ont dans leur rang des jeunes politiciens ambitieux qui ne veulent pas renoncer définitivement à leur destin politique. Par conséquent, lorsqu'ils vont à la négociation avec Macky Sall, peut-être en aparté, ils vont lui dire, écoute, on est d'accord sur le principe, vous avez donné des gages, Amadou Mahtar Mbow vous a soutenu, donc c'est déjà un soutien de taille, parce que les assises nationales représentent quand même l'une des exigences fondamentales de redressement, pour remettre le Sénégal dans les rails de la démocratie. Voilà. Donc la disqualification des méthodes hétérodoxes qui ont jusque-là prévalu, qui ont amoindri, fragilisé les institutions républicaines. Mais ce que j'appelle, entre guillemets, des gages, c'est des portefeuilles ministériels, voilà, dans la confection de listes aux législatives, par exemple, s'il y a des accords pour créer des coalitions, pour aller aux législatives, c'est que Macky Sall dise clairement, voilà, ce que je m'engage à faire pour que vous ne soyez pas étouffés dans l'œuf, etc. Bon, ça, c'est des, je veux dire, quand je le dis, on peut estimer que c'est des conjectures, mais c'est la réelle politique. Un politicien ne va pas aux négociations comme ça en disant, Tanordien n'est pas allé dire à Macky Sall, je te soutiens sans réserve, au détriment du Parti Socialiste, Moustapha Niasse non plus, etc. Voilà. Donc, forcément, ils ont donné des engagements qui seront peut-être rendus publics plus tard. D'accord. Du côté de la coalition présidentielle, on mise sur l'abstention estimée à 40%. Il y a aussi le soutien de certains leaders d'opinion qui donnent des consignes. Ce sont des porteurs de voix. Alors, est-ce que ces facteurs combinés-là peuvent lui permettre, cette coalition présidentielle, de contrebalancer un peu le poids assez considérable de l'adversaire? Bon, je pense que si l'on agrège le score obtenu par Moustapha Niasse, Idriss Seck, Tanordien, ces trois-là, au score de Macky Sall, déjà, effectivement, les jeux sont faits. Mais je dis sous réserve, effectivement, qu'il y ait une mobilisation effective de l'électorat de ces partis-là. Donc, arithmétiquement, et si tout l'électorat des différents partis qui ont apporté leur soutien à Macky Sall se mobilise le 25 mars, bon, je pense que le président Wade n'a aucune chance. Il faut le dire comme ça. En revanche, s'il y a des incertitudes dans la mobilisation, il y a encore des réticences dans les rangs du Parti Socialiste, dans les rangs de l'AFP, de Moustapha Niasse, dans les rangs de Réunis surtout. Bon, je pense que le chiffre auquel on aboutirait en agrégeant les différents scores doit être vu à la baisse. Donc l'enjeu, cette fois-ci, c'est à la conquête de ces 2 600 000 auxquels vous faites allusion. Je pense que Macky Sall va reprendre la même stratégie gagnante au premier tour. Ses soutiens dans les 4 coins du Sénégal vont se remobiliser de façon intensive, faire des porte-à-porte, convaincre les électeurs indécis que nous sommes à la veille d'une
d'un basculement qualitatif du régime démocratique sénégalais. Et je pense que Macky Sall ne s'est pas contenté de donner ce gage-là, du basculement qualitatif. Il a aussi, peut-être que c'est un couteau à double tranchant, il a fait des promesses parfois démagogiques. Voilà, on verra après ce que ça va donner. Mais toujours est-il que, à l'état actuel des rapports de force, je pense que le régime, le parti d'Abdoulaye Wade a plus approuvé dans le monde rural que les alliés de Macky Sall. Voilà. D'accord. Et quel va être maintenant l'apport des leaders religieux dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que les consignes vont peser, à votre avis? Bon, je pense que j'ai répondu par ailleurs à un autre média qui me posait cette même question. Je pense que depuis 1993, on a observé une tendance à la distanciation des leaders politiques, des leaders religieux par rapport à la chose politique. La dernière consigne nette et claire qui a été donnée en faveur d'un candidat, c'est 1988. Cheikh Abdoulaye Mbacké avait donné une consigne de vote en faveur d'Abdou Diouf. Et à l'époque, les étudiants mourides qui sont organisés à Paris ont envoyé une correspondance respectueuse au calife pour lui dire qui sont disposés, bien entendu c'est des mourides sadiques qui sont imprégnés des principes de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, mais ils aimeraient quand même que les leaders comprennent qu'aujourd'hui l'évolution politique exige que le calife reste dans la sphère spirituelle. C'est-à-dire que leur inféodation inconditionnelle au calife est indiscutable pour ce qui est de la sphère religieuse. Mais pour ce qui est de la sphère politique, c'est beaucoup plus compliqué donc, que le calife accepte d'opérer une distanciation saine par rapport au jeu politique. Et effectivement, en 1993, on n'a pas entendu de ndigal du calife général des Mourides. Et depuis lors, il n'y a pas eu de ndigal du calife général des Mourides. Bon, il y a eu des ndigal qui ont été donnés par d'autres chefs religieux, tout aussi influents, mais en tout cas pas aussi influents que le calife général. Si aujourd'hui le calife général donnait un ndigal en faveur de Wade, je pense que du côté de Macky Sall, on aurait des sueurs froides, parce qu'on sait parfaitement que la capacité, de la discipline électorale des disciples mourides, et de ce point de vue-là, même si je sais que certains me rétorqueront qu'il y a une étude qui a été faite par le GERCOP, dans le groupe d'études et de recherche constitutionnelle et politique de Gaston Berger en 1998 sur la région de Thiès et dans la région de Saint-Louis, et que les conclusions de cette étude montrent qu'effectivement il y a lieu de relativiser la déterminante, la variable ndigal, la variable comment dirais-je, influence. Mais aujourd'hui la tension qui prévaut au Sénégal, et puis le président Wade a tellement agité le spectre de l'incertitude, il a tellement joué de la fibre confrérique depuis qu'il est au pouvoir, que si le calife rentrait dans son jeu, je ne pense pas que les gens resteraient indifférents. Voilà. D'accord. Alors, durant le deuxième tour, le contexte certainement va changer. On ne va pas connaître cette tension, cette violence préélectorale. Est-ce que ça va peut-être donner au peuple cette chance-là d'entendre de véritables discours de programme, à votre avis? Je pense que dans un climat apaisé, où il n'y a pas de violence, effectivement, les campagnes électorales, la campagne électorale va se dérouler normalement. C'est-à-dire que les candidats vont aller à la rencontre des électeurs et décliner leur programme, dire ce qu'ils prévoient de faire une fois qu'ils seront élus. Je pense que le climat est tout à fait propice à ce type d'exercice. Même s'il faut relativiser l'impact, effectivement, d'un discours programmatique dans la sociologie électorale sénégalaise, on sait parfaitement que les gens sont très peu réceptifs à des discours abstraits fondés sur les idéologies. Et pourquoi d'ailleurs? Vous avez cherché à savoir le pourquoi. Pourquoi on n'est pas assez réceptif? Tout simplement parce que c'est un débat très compliqué. D'abord, pour ce qui est des sociétés africaines qui ont hérité du schéma français de l'organisation du pouvoir politique, il aurait fallu dès le départ d'abord
s'engager dans un exercice de démopédagogie, de vulgarisation du sens des institutions. Si on s'amusait à demander aux Sénégalais de traduire les concepts d'État, de parti politique, de parti politique, je vois que bon, les gens ont une très bonne traduction, mais pour ce qui est de l'État, de la République, la démocratie, voilà, c'est pas très clair dans les représentations que les gens se font du pouvoir. Je pense que l'élection engage des rapports de force, mais l'élection déclenche aussi des représentations symboliques. Et je pense que le président Wade, l'erreur qu'il a commise dans cette élection-là de 2012, c'est d'avoir survalorisé le deuxième schéma, c'est-à-dire une élection qui enclenche des représentations symboliques au détriment d'une élection qui engage des rapports de force. Il a sous-estimé que l'élection pouvait aussi être au moment d'un rapport de force. Oui. Et dans ce rapport de force-là, malheureusement, il a perdu. Parce que l'opposition s'est très bien mobilisée et a eu un soutien inconditionnel de la société civile et des mouvements protestataires de la société civile. D'accord. Alors, c'est une élection présidentielle aussi qui doit être étudiée sous l'angle peut-être de la recomposition politique sur les bases des scores obtenus par les uns et les autres, sur la base de l'âge des candidats qui étaient en compétition. On va vers quoi exactement ? Bon, pour ce qui est de la recomposition politique, je pense qu'au regard des différents scores réalisés par les 5 premiers, Abdoulaye Wade, Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, la recomposition du jeu politique va se faire autour de ces différents, des candidats, en tout cas des partis dont ces différents candidats sont issus. Donc la reconfiguration des rapports de force va se faire en 2000. D'abord, on va vers des élections législatives. Bon, je pense que ces élections législatives promettent d'être des élections très disputées. A priori, personne ne sait qui remportera ces élections. Même si celui qui va gagner l'élection présidentielle sera en pole position parce qu'il aura une capacité, je veux dire, son appui politique va être beaucoup plus important que les autres. Mais pour ce qui est de la configuration du rapport de force claire, bon, je pense que c'est encore incertain. Voilà. Je pense que si les socialistes, par exemple, s'étaient réconciliés dans un grand parti, le parti de l'AFP, le PS, je pense que ce serait une force de frappe terrible. Parce que ces deux partis-là sont encore des partis très influents dans le Sénégal profond, qui maîtrisent davantage que la plupart des jeunes partis les ressorts sociologiques de mobilisation de l'électorat sénégalais. Et dans tous les cas, là on peut en être sûr, on va vers une assemblée nationale très composite. Absolument, oui. Je pense, oui. Je pense que parce que le Sénégal, le mode de scrutin favorise l'entrée de petits partis, comme de grands partis. Donc c'est un scrutin mixte avec une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Mais ça a commencé en 98. L'élection de 98 a vu pour la première fois 11 partis politiques siéger d'un coup à l'Assemblée nationale, y compris des partis, bon, a priori lilliputiens, qui ne sont pas très représentatifs, mais parce que, bon, avec le quotient national, ce qu'on appelle la théorie du plus fort reste, etc. Bon, des partis comme Diof Diel, de Talasila, ou d'autres partis, le FSBDJ de Bamba Dièye, d'autres, ont quand même pu entrer à l'Assemblée nationale, à la faveur du mode de scrutin. Voilà. D'accord. Mais merci beaucoup. Merci Alioune Badara Diop. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, chercheur en sciences politiques. J'avoue qu'il y a de la matière à votre niveau, vu la situation politique du Sénégal. C'est une situation assez intéressante. Absolument. Je pense qu'on pourrait beaucoup plus discuter avec, cette fois-ci, des hypothèses beaucoup plus fortes après les élections, après le second tour. Parce que pour l'instant, on est encore à un stade où il y a encore une part d'incertitude dans l'appréciation de la trajectoire politique. Il faut attendre le 18-25 mars pour véritablement apprécier en toute objectivité et de la reconfiguration des rapports de force et de l'horizon démocratique du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Point de vue qui revient naturellement dimanche prochain avec un autre invité. Merci. Bonne suite de programme sur la RTS.